Accroche, 27 mai 1940, 04h15. C'est un bruit que personne n'a entendu depuis 1938. Dans la tourelle 11 de l'ouvrage du Hackenberg, le gravier crisse sous les chenilles d'acier. Hydraulique, précis, implacable. Sous 30 mètres de béton armé, 1000 hommes retiennent leur souffle. La tourelle de 135 mm émerge du puits comme un monstre préhistorique sortant de son sommeil. À la surface, la Wehrmacht progresse à 40 km par jour. Les Panzerdivisionen de Guderian viennent d'atteindre Abbeville. La poche de Dunkerque se referme. L'armée française, dit-on, n'existe plus. Pourtant ici, en Moselle, la guerre ne se déroule pas selon le plan allemand. L'officier de tir ajuste ses données. 17 km. Azimut 247. L'obus de 32 kg glisse dans la culasse. Le chef de pièce lève la main. Feu. Le grondement traverse la colline. Les Allemands, qui croyaient avoir vaincu la France, viennent de découvrir qu'ils attaquent le seul endroit qu'ils ne pourront jamais percer. Au début des années 20, la France est un pays qui regarde ses morts. 1 300 000 hommes, 4 ans de tranchées. 70% du territoire envahi. Et cette image, gravée dans la mémoire nationale, Verdun, les forts, Douaumont, Vaux, du béton armé qui avait tenu, là où la chair avait cédé. Lorsque les ingénieurs du service technique du génie commencent à plancher sur le projet de fortification en 1922, ils ne dessinent pas une ligne. Ils dessinent une cicatrice, une balafre de 700 km pour que plus jamais l'Allemagne ne pose un pied sur le sol français. Mais la France de 1922 est exsangue, les crédits manquent, les usines tournent au ralenti. Et l'Allemagne, désarmée par le traité de Versailles, ne menace personne. Alors on attend. À ce moment précis, un homme entre en scène. André Maginot, ancien combattant, sergent en 1914, blessé à Verdun, député de la Meuse. Il a vu ses électeurs mourir sur les pentes de Douaumont. Il n'a pas oublié. En janvier 1930, ministre de la guerre, il porte devant la Chambre un projet colossal, 5 milliards de francs, 300 km de fortifications continues, 22 ouvrages majeurs, 150 casemates, des tourelles éclipsables, des galeries souterraines, des centrales électriques, des hôpitaux, des cuisines, des usines à air. La France, dit-il, ne peut pas se permettre une nouvelle invasion. Nous devons rendre notre frontière aussi infranchissable qu'une porte de coffre-fort. Le projet passe, de justesse. Mais Maginot meurt 2 ans plus tard, en 1932. Il ne verra jamais un seul de ses forts sortir de terre. Ses cendres reposent à Verdun, en face de l'ossuaire. Cependant, derrière cette apparence de consensus, le doute ronge l'état-major. Le maréchal Pétain, héros de Verdun, croit au béton. Le général Weygand, commandant en chef, croit à la ligne continue. Mais une poignée d'hommes, autour du colonel Charles de Gaulle, crient à l'erreur stratégique. La France, écrit de Gaulle en 1934, s'est endormie derrière un rempart de ciment. Mais les armées modernes ne percutent pas les murs. Elle les contourne. Il préconise des divisions blindées professionnelles, mobiles, capables de frapper en profondeur. Reynaud, à la tribune, défend cette vision. On l'écoute poliment. Puis on vote les crédits pour prolonger la ligne jusqu'à la mer du Nord. Ce compromis, personne ne le sait encore, est une bombe à retardement. La ligne s'arrête à Montmédy. Derrière elle, la trouée de Sedan. Et derrière cette trouée, en mai 1940, Guderian attend. Mais pour comprendre pourquoi cette ligne tiendra quand tout s'effondre, il faut descendre. Il faut quitter la lumière et pénétrer sous terre. Ouvrage du Hackenberg, Moselle, 1935. 17 blocs de combat, 9 km de galerie, une voie ferrée électrique de 60 cm pour déplacer les obus, une centrale électrique capable d'alimenter une ville de 20 000 habitants, des cuisines produisant 1000 repas par jour, des citernes d'eau potable pour 3 mois, un poste de secours chirurgical, un central téléphonique et, au cœur du système, les tourelles. La tourelle de 75 mm modèle 1933. 12 coups par minute, portée 12 km, éclipse en 20 secondes. La tourelle de 135 mm modèle 1932, obus de 32 kg, portée 17 km, blindage frontal, 300 mm d'acier, éclipse hydraulique. Ces tourelles ne sont pas des armes défensives au sens classique du terme.
Ce sont des pièces d'artillerie embusquées, capables de couvrir les intervalles, de contrebattre l'artillerie ennemie, d'interdire les routes et les voies ferrées. Chaque ouvrage est un cuirassé enterré avec ses tourelles comme pièces maîtresses, ses casemates comme artillerie secondaire, ses réseaux barbelés et ses champs de mines comme coques extérieures. À Hackenberg, 1000 hommes peuvent vivre et combattre sans voir le jour pendant 3 mois. Pourtant, dès 1936, une faille apparaît. La ligne est conçue pour dissuader une attaque frontale, mais elle n'est pas conçue pour manœuvrer. Elle est statique, elle attend. Et l'ennemi de 1940 n'attend pas. À l'été 1939, alors que l'Europe retient son souffle, les ingénieurs militaires français ajoutent un dernier tronçon. La ligne s'étire désormais jusqu'à la mer. Mais entre Montmédy et le nord, il y a la Belgique. Et la Belgique est neutre. Pour respecter cette neutralité, la France ne fortifie pas sa frontière belge. Elle y déploie des divisions légères, peu mobiles, mal équipées. Les meilleures troupes, les artilleries lourdes, les blindés sont engagés ailleurs, ou pas encore construits. Lorsque le 10 mai 1940, les panzers se jettent sur les Ardennes, ils ne frappent pas la porte blindée. Ils contournent le coffre-fort et font sauter le mur mitoyen. Sedan, 3 jours. La Meuse, 24 heures. La Percée, 1 semaine. Mais à l'est, derrière les portes d'acier, 1000 hommes du Hackenberg écoutent les nouvelles. Ils savent que la bataille est perdue. Ils savent que Paris est menacé. Ils savent que l'armée belge capitule, que les Britanniques rembarquent, que le désordre gagne. Ils savent tout cela. Et pourtant, lorsqu'une colonne allemande se présente devant leur champ de tir, ils n'hésitent pas. Le 27 mai 1940, à 4h15, la tourelle 11 émerge du puits. Les Allemands viennent de découvrir qu'ils ont attaqué le seul endroit qu'ils ne pourront jamais prendre. 27 mai 1940. Hackenberg, 04h15. Le premier obus part à 04h17. Le colonel allemand à 17 km de là n'a pas le temps de comprendre. La colonne de ravitaillement qui l'escortait n'existe plus. 3 camions en flammes. Un dépôt de munitions qui saute. Des hommes qui courent, qui brûlent, qui meurent sur une route qu'on leur avait promise tranquille. Dans le périscope de la tourelle 11, l'officier de tir ajuste calmement ses données. Azimut 247, distance 17 km, vent latéral 3 mètres secondes, correction 1 demi-mille. Coucher, feu, 2e obus, 3e, 4e. La tourelle crache ses projectiles comme une machine-outil. 6 coups minutes, 32 kilos d'acier et de tolite, 17 km en 20 secondes. À la 5e salve, la colonne allemande n'est plus une colonne. C'est un cimetière dispersé le long d'un ruban de goudron fumant. Sous terre, personne n'applaudit. La guerre ici n'a rien d'héroïque. Elle est méthodique, presque clinique. Les hommes de la tourelle 11 ne voient pas leurs ennemis. Ils voient des coordonnées, des formes floues dans l'oculaire, des éclats lointains qui pourraient être des feux de camp ou des camions qui explosent. Le lieutenant-colonel Jean Simon, 47 ans, commandant du secteur fortifié de Boulay, écoute les rapports dans son poste de commandement. Il est ancien de Verdun. Il sait ce que le béton peut encaisser. Il sait aussi ce qu'il ne peut pas. Pour l'instant, Hackenberg tient. Les intervalles tiennent. Les casemates tiennent. Mais au nord-ouest, Sedan saigne. Et chaque jour, les nouvelles sont pires. 30 mai 1940. Ouvrage du Fermont. 09h20. Le Fermont, lui, n'a pas encore tiré. C'est un ouvrage majeur, l'un des plus puissants de la ligne. 6 blocs de combat, une tourelle de 75, des mortiers de 81 mm en tourelle, 900 hommes, 3 mois d'autonomie. Mais le Fermont est étrangement silencieux. Depuis 3 semaines, les équipages attendent. Ils entendent le grondement lointain de l'artillerie allemande qui pilonne la Meuse. Ils savent que la Wehrmacht contourne leur position par le nord. Ils savent que Paris panique, que le gouvernement parle d'armistice, que la Belgique capitule. Pourtant, ils attendent. Le capitaine Aubert Frère, officier d'artillerie, arpente les couloirs de béton. Il a 42 ans. Il a passé 5 ans de sa vie à superviser la construction de ces tourelles. Il connaît chaque boulon, chaque vérin hydraulique, chaque angle de tir. « Nous ne tirerons pas tant qu'ils ne seront pas apportés, dit-il à ses hommes. Et quand ils seront apportés, ils regretteront d'être venus. Ils regretteront. Mais pas avant le 15 juin.
4 juin 1940, Dunkerque tombe. 338 000 soldats britanniques et français ont été évacués. La poche est réduite. Les Allemands, libérés du front nord, pivotent vers le sud. À Berlin, l'état-major s'impatiente. La France n'a pas capitulé. Des poches de résistance subsistent. Et à l'est, ces fameux ouvrages Maginot continuent de tenir. Le général Heinz Guderian, père de la Blitzkrieg, est consulté. Sa réponse est lapidaire. On ne prend pas un cuirassé avec des fantassins. Contournez-les, affamez-les. Ils se rendront quand Paris tombera. C'est stratégiquement juste. Mais tactiquement, Guderian sous-estime un détail. Les équipages des forts n'ont pas l'intention de se rendre. 12 juin 1940. Ouvrage du Hackenberg. Nuit. Sous terre, la vie s'organise. 1000 hommes vivent ici depuis 4 semaines. Ils ne sont pas sortis. Ils ne verront pas le soleil avant la fin juin. Mais le fort tourne comme une horloge. La centrale électrique ronronne, fournissant 600 kW. Les ventilateurs brassent l'air, renouvelant l'atmosphère toutes les 2 heures. Les cuisines servent 3 repas chauds par jour. La boulangerie produit 120 pains quotidiens. Le poste de Sequenyan, équipé d'une table d'opération et de 20 lits, attend des blessés qui, pour l'instant, ne viennent pas. Car c'est là l'ironie tragique de la ligne Maginot. Ces pertes sont infimes. Moins de 100 morts pour l'ensemble des ouvrages majeurs sur l'ensemble de la campagne. Moins que dans une seule compagnie d'infanterie à Sedan. Moins que dans un seul régiment de chars à Stone. Les tourelles de 135 et de 75 frappent à 17 km. L'ennemi n'approche pas. Et quand il approche, il meurt. 14 juin 1940. Les Allemands entrent dans Paris. Dans les forts de l'Est, les équipages apprennent la nouvelle par les radios clandestines. Le silence tombe sur les galeries. 1000 hommes à Hackenberg cessent de parler. Les machines continuent de tourner. Les ventilateurs de brasser l'air. Mais plus personne n'ose regarder son voisin. Le lieutenant-colonel Jean Simon s'enferme dans son bureau. Il rédige un ordre. Court, sec, définitif. Aucune reddition sans ordre formel et écrit du commandement. Aucune. Il signe, cachet, classeur, puis il raccroche le téléphone et attend. 15 juin 1940. Opération Tiger. Berlin n'a plus de temps à perdre. L'armistice est en préparation. Hitler veut humilier la France à Compiègne, dans le même wagon que 1918. Mais pour cela, il faut que les armées françaises aient cessé le combat. Or, à l'Est, les forts n'ont pas cessé. L'état-major allemand lance l'opération Tiger. Objectif, percer la ligne Maginot entre Saint-Avold et Sarreguemines, enfoncer la porte blindée, prouver que le béton français n'est qu'un mythe. Moyen, 2 corps d'armée, 150 000 hommes, 600 pièces d'artillerie dont des obusiers de 305 mm et des mortiers de 355 mm, des Stuka, des pionniers d'assaut, des lance-flammes, des charges creuses. C'est la première fois qu'une armée moderne attaque une forteresse moderne. Ce sera aussi la dernière. 15 juin 1940. Ouvrage du Fermont. 14h30. Le bombardement commence à 14h30. 350 obus lourds s'abattent sur le bloc 4 dans la première heure. Du 305, du 355, des projectiles de 400 kg qui frappent le béton à Mach 2. À l'intérieur, les hommes de la tourelle de 75 écoutent. Le bruit est assourdissant. Chaque impact fait trembler le roc. La poussière tombe des plafonds. Les ampoules vacillent, mais le béton tient. 5 mètres de béton armé, granulats spéciaux, armatures noyées, calculés pour résister à des impacts directs de 420 mm. Le 305 allemand frappe. Le béton éclate sur 20 cm. Il en reste 80. Le 355 frappe au même endroit. 40 cm de plus. Il en reste 40. Pas de troisième impact. L'officier de tir français a repéré la pièce allemande. La tourelle de 75 s'éclipse, pivote, émerge, tire. 12 coups en 60 secondes. La pièce allemande se tait. 16 juin 1940. Ouvrage du Schönenburg. 06 heures ans. Le Schönenburg, en Alsace, subit le même sort. Depuis l'aube, les Stuka hurlent au-dessus des blocs. Les bombes de 500 kg percutent le béton sans le rompre. Une tourelle de 75 est atteinte. Les optiques explosent. L'équipage, protégé par 300 mm d'acier, continue de tirer au jugé. Au sol, l'infanterie allemande tente d'approcher.
Les réseaux barbelés, longs de 15 km autour du fort, ralentissent la progression. Les champs de mines, méthodiquement tracés, déchirent les chenilles des pionniers. Les casemates d'intervalle, armés de mitrailleuses Hotchkiss de 13,2 mm, fauchent les vagues d'assaut. Bilan de la journée. 43 Allemands tués, 112 blessés. Côté français, 0. 19 juin 1940. Ouvrage du Hackenberg, 11h01. Le téléphone sonne dans le poste de commandement. Le lieutenant-colonel Jean-Simon décroche. À l'autre bout du fil, une voix fatigue, poussiéreuse, résignée. C'est le général commandant le groupe d'armée. Il parle lentement. Simon, l'armistice est signé demain. Le gouvernement a cessé le combat. Vous devez vous préparer à rendre le fort. Silence. Mon général, je n'ai pas d'ordre écrit. Vous avez ma voix. Avec tout le respect que je vous dois, ma voix ne suffit pas. Pas pour 1000 hommes. Pas pour ce fort. Nouveau silence, plus long, plus lourd. Vous aurez votre ordre écrit, dans la journée. La communication est coupée. Simon raccroche. Il regarde les cartes, les schémas de tir, les rapports d'impact. Puis il se tourne vers son adjoint. Nous tenons. Nous avons tenu. Nous continuerons de tenir jusqu'à ce qu'on nous donne l'ordre formel de cesser. Il marque une pause, pas avant. 20 juin 1940, secteur du Fermont. Dernière attaque. Les Allemands, qui ignorent encore la signature imminente de l'armistice, lancent un ultime assaut. 500 obus s'abattent sur le bloc principal. L'infanterie progresse sous le couvert des fumigènes. Les pionniers atteignent le fossé Diamant. Ils tentent de placer des charges creuses contre la paroi de béton. La tourelle de 75 pivote. Les mitrailleuses crépitent. Les mortiers de 81 en tourelle éclipsable déversent 40 projectiles par minute sur les pentes. L'assaut est brisé en moins d'une heure. Sous terre, le capitaine Aubert Frère note dans son journal de bord 20 juin 1940, 16h30, dernière attaque ennemie repoussée. Aucune pénétration, aucune perte. Le fort est intact. La tourelle 2 a tiré 147 coups aujourd'hui. Il reste 12 000 obus en réserve. Nous pouvons tenir 3 mois. Il pose son stylo, regarde le téléphone qui ne sonne plus. Mais à quoi bon? 21 juin 1940, ouvrage du Hackenberg, 09h. L'ordre arrive. Il est écrit sur papier à en-tête, signé, tamponné, contre-signé. Il dit ce que Simon savait qu'il dirait. Il dit ce qu'il refusait d'entendre tant qu'il n'aurait pas vu l'encre. Le commandant du secteur fortifié de Boulay est autorisé à cesser le feu et à négocier les conditions de reddition de l'ouvrage avec les autorités militaires allemandes. Simon lit la phrase 3 fois. Puis il plie le papier, le glisse dans sa poche et marche vers la galerie principale. 1000 hommes l'attendent. Ils savent. Ils ont vu son visage en franchissant la porte. Il parle. Sa voix porte dans le silence des ventilateurs. Nous n'avons pas perdu. Nous n'avons pas été percés. Nous n'avons pas cédé. Nous avons obéi jusqu'au bout. Et nous avons tenu. Il marque une pause. Aujourd'hui, on nous demande de cesser le feu. Pas parce que nous sommes vaincus, parce que la France a cessé le combat. Personne ne répond. Nous sortirons demain, en ordre, les armes nettoyées, les drapeaux déployés. Ils sauront, eux, ce que nous avons fait ici. Il ne sait pas encore que ce n'est pas vrai. Il ne sait pas que, pendant 70 ans, l'histoire retiendra la défaite, pas la résistance. Il ne sait pas que le sacrifice de ces hommes sera effacé par la honte d'une capitulation qu'ils n'ont pas choisie. Pour l'instant, il serre le papier dans sa poche et attend l'aube. 21 juin 1940. Ouvrage du Hackenberg. 23h15. Sous 30 mètres de béton, 1000 hommes n'arrivent pas à dormir. Les hamacs oscillent faiblement dans la pénombre des casernements. La centrale ronronne à bas régime. Les ventilateurs, réduits à leur souffle minimal, brassent un air qui pèse soudain plus lourd. Personne ne parle. Certains, allongés sur leurs couchettes, fixent le plafond de béton. D'autres, assis autour des tables de la salle commune, font tourner lentement un quart de café refroidi. D'autres encore, par petits groupes silencieux, marchent sans but dans les 9 km de galerie. La tourelle 11 est immobile, son puits est scellé, ses obus, alignés dans la soute, n'atteindront jamais leur cible. Le canon, refroidi depuis des heures, conserve encore une odeur de poudre et d'huile chaude. Le lieutenant-colonel Jean-Simon n'a pas quitté son bureau. Assis face à la carte du secteur, il repasse chaque heure des 35 derniers jours.
Les premières reconnaissances allemandes repoussaient à 17 km. Les bombardements de 305 mm, absorbés par 5 mètres de béton. Les assauts d'infanterie brisés net devant les réseaux barbelés. Les Stuka, trop imprécis pour toucher les tourelles éclipsées. 0 pénétration. 0 mort. 0 blessé grave. Il sort le papier de sa poche, le déplie, le relit. Autorisé à cesser le feu. Pas vaincu. Autorisé. Il remet le papier dans sa poche, éteint la lampe et attend l'aube. 22 juin 1940. Ouvrage du Fermont. 06h. À 10 km de là, le capitaine Aubert Frère procède à l'inspection finale. Il parcourt la tourelle 2, celle qui a tiré 147 obus le 20 juin. Le mécanisme d'éclipse est graissé. Le canon est nettoyé. Les culasses sont ouvertes, conformément au règlement pour la cessation des hostilités. Il passe la main sur l'acier froid. « Tu as bien travaillé », murmure-t-il. Puis il fait demi-tour et ordonne l'ouverture des portes. 22 juin 1940. Hackenberg, 09h30. Les portes blindées ne s'ouvrent jamais facilement. Celles du Hackenberg, scellées depuis 35 jours, résistent quelques secondes. Puis les vérins hydrauliques cèdent. Un ray de lumière perce l'obscurité. Il s'élargit. Il devient un rectangle. Il devient le monde. Les hommes clignent des yeux. Beaucoup n'ont pas vu le soleil depuis le 10 mai. Leurs visages, pâles sous 40 jours d'éclairage artificiel, se lèvent vers un ciel qu'ils avaient presque oublié. Devant eux, la Wehrmacht attend. Un officier allemand, casqué, ganté, impeccable, s'avance. Il porte le grade d'Oberstleutnant. Il a commandé le siège. Il a perdu des hommes. Il connaît le dossier. Il regarde la masse de béton qui domine la colline. Il regarde les embrasures intactes. Il regarde la tourelle 11 figée dans son puits et il comprend. Jean-Simon sort du fort. Il a revêtu sa tenue de sortie, képi frais, galon net, bottes cirées. Il marche vers l'officier allemand, s'arrête à 2 mètres et attend. L'Allemand le salue. Simon, après un silence, rend le salut. Puis l'Allemand parle. Son français est correct, appris à l'école de guerre, perfectionné dans les manuels. « Monsieur le colonel, votre fort est en parfait état. » Il l'est. Vous auriez pu tenir des semaines encore. Des mois. L'Allemand hoche lentement la tête. Il ne conteste pas. Il regarde les hommes qui sortent derrière Simon, en rang, silencieux, digne. « Pourquoi vous rendez-vous alors ?» Simon sort le papier de sa poche. Il le déplie. Le temps. Parce que la France a cessé le combat. Pas parce que vous avez gagné. L'Allemand lit. Il ne répond pas. Il rend le papier. Je ferai mention de cela dans mon rapport. Faites. 22 juin 1940. Ouvrage du Schönenburg. 11h ans. Le même silence, à 80 km de là. Les hommes du Schönenburg sortent à leur tour. Eux aussi ont tenu. Eux aussi ont repoussé chaque assaut. Eux aussi rendent un fort que personne n'a pris. Un officier allemand, plus jeune, plus nerveux, s'étonne. Où sont vos blessés? Nous n'en avons pas. Vos morts? Nous n'en avons pas non plus. L'officier allemand regarde les murs criblés d'impacts. Il a compté les impacts cette nuit. 3200 obus lourds, du 305, du 355, du 210 long, des bombes d'aviation de 500 kg, 3200 impacts, 0 mort français. Il ne dit rien. Il inscrit les chiffres dans son carnet. Il les inscrit, mais il ne les croit pas. 22 juin 1940. Hackenberg, 14 ans. L'Oberstleutnant allemand demande à visiter. Simon hésite. Ce n'est pas prévu. Le fort n'est plus une position militaire. C'est un lieu de reddition. La visite d'un officier ennemi à l'intérieur, pour comprendre, dit l'Allemand. Simon accepte. Il marche dans les galeries. 9 km de béton. La voie ferrée électrique. La centrale qui tourne encore. Les cuisines. La boulangerie. Le poste de Sekwenyan. Les casernements. Les soutes à munitions. L'Allemand ne parle pas, il regarde, il compte, il évalue. Devant la soute de la tourelle 11, il s'arrête. Combien? 12 000 obus de 75, 8 000 de 135. Vous n'avez tiré qu'une fraction de cela. Nous n'avons tiré que ce qui était nécessaire. L'Allemand reste silencieux longtemps. Puis il dit une phrase que Simon n'oubliera jamais. Nous avons attaqué le mur. Nous n'avons pas compris que c'était la porte d'un coffre. Il se tourne vers Simon.
et le coffre était vide. 23 juin 1940, secteur du Fermont, 08h. Les hommes du capitaine Aubert Frère quittent le fort. Ils défilent en ordre, par compagnie, par section. Les drapeaux sont déployés. Les armes, nettoyées, sont portées à l'épaule. Crosse haute, honneur aux armes, même vaincus. Les soldats allemands regardent passer ces hommes qu'ils n'ont pas vaincus. Certains détournent le regard. D'autres, plus rares, esquissent un salut. Frère, en tête de la colonne, fixe l'horizon. Il ne regarde ni les Allemands ni le fort. Il regarde la route qui s'éloigne vers l'ouest, vers la France qu'il ne reverra pas avant des mois. Derrière lui, le Fermont se dresse, intact, indompté. Personne n'y pénétrera avant l'été 1941, et quand les Allemands l'occuperont enfin, ils n'y toucheront rien. Ils se contenteront d'y installer un musée pour leurs officiers. « Visitez », dira le panneau. « Voyez ce que nous avons vaincu. » Le mensonge est déjà en marche. 24 juin 1940, Hackenberg. Derniers hommes. Simon est le dernier à quitter le fort. Il fait lentement le tour des galeries désertes. Les machines sont éteintes. Les lumières, réduites au minimum, dessinent des couloirs fantomatiques. Le silence est absolu. Dans son bureau, il récupère une dernière chose, le registre des opérations. 350 pages manuscrites, chaque tir répertorié, chaque alerte consignée, chaque heure des 35 jours de combat. Il glisse le registre sous sa vareuse. « Personne ne l'aura », dit-il à voix haute. Puis il sort. La porte blindée se referme derrière lui. Les vérins hydrauliques, privés de courant, ne s'ouvriront plus avant 1944, quand la France libérée viendra reprendre possession de ses forteresses. Mais Simon ne le sait pas. Pour lui, la guerre est finie. Il marche vers le camion allemand qui l'attend. Il monte à l'arrière, s'assoit entre deux officiers silencieux et regarde la colline s'éloigner. Le Hackenberg est encore visible pendant 5 kilomètres. Puis, la route tourne. La colline disparaît. Simon ferme les yeux. Juin-juillet 1940. Les camps. 58 000 hommes. C'est le nombre de soldats français des ouvrages Maginot faits prisonniers après l'armistice. 58 000 hommes qui n'ont pas été vaincus. 58 000 hommes qui ont tenu, repoussé, résisté. 58 000 hommes que l'histoire oubliera. Ils sont envoyés dans les stalags en Allemagne, pas comme des combattants honorables, comme des vaincus ordinaires. Les Allemands qui savent gardent le silence. Les Français qui ne veulent pas savoir gardent le silence aussi. Dans les camps, les artilleurs des forts se taisent. À quoi bon raconter? Tu étais où, toi? À Maginot? Ah, la ligne inutile. Ils ne répondent pas. Ils ne corrigent pas. Ils serrent les dents et attendent la fin de la guerre. 1944-1945. La libération des forts. Quand les Américains atteignent la Moselle, ils découvrent les ouvrages Maginot intacts. Les portes sont scellées. Les Allemands, qui les ont occupés sans les utiliser, les ont évacués sans combat. Les forts sont propres, secs, parfaitement conservés. Les ingénieurs américains visitent Hackenberg. Ils découvrent les tourelles éclipsables, les galeries ferroviaires, la centrale électrique. Ils prennent des photos. Ils rédigent des rapports. Ces installations, écrivent-ils, dépassent en sophistication tout ce que nous possédons. Le concept d'artillerie sous blindage intégral est une avancée majeure. Ils ajoutent en note « Aucun de ces ouvrages n'a été pris par l'ennemi pendant la campagne de 1940. » Le rapport est classé. Personne ne le lit. 1946. Le silence. La guerre est finie. Les prisonniers rentrent. Jean Simon retrouve la France. Il est décoré, promu, affecté à l'état-major. On lui demande rarement ce qu'il a fait en 1940. Et quand on le lui demande, il répond en 3 phrases. « J'étais au Hackenberg. Nous avons tenu. Nous avons obéi. » Puis il change de sujet. Aubert Frère, lui, quitte l'armée. Il retourne dans sa Moselle natale, achète une petite maison, vit tranquille. Il ne parle jamais du Fermont. Ses enfants ne sauront rien. Les 57 000 autres se dispersent dans la France de la reconstruction. Ils deviennent agriculteurs, commerçants, fonctionnaires. Ils élèvent leurs enfants. Ils vieillissent. Parfois, le soir, l'un d'eux regarde une vieille photo. Une tourelle, une casemate, un visage ami, 25 ans plus tôt, sous la lumière crue des néons de béton.
Il range la photo. Il éteint la lampe. Il ne dit rien. 1968, Schönenburg. La première visite. 30 ans après la fin des travaux, 28 ans après la bataille, le Schönenburg ouvre ses portes au public. Les premiers visiteurs sont des anciens. Ils marchent dans les galeries. Ils touchent les culasses froides. Ils lisent les panneaux explicatifs qui racontent l'histoire, ou plutôt qui racontent une version de l'histoire. La ligne Maginot, dit le panneau, n'a pas empêché l'invasion de 1940. C'est vrai. Les ouvrages ont été contournés par le Nord. C'est vrai aussi. Ils se sont rendus sans combattre. Ça, c'est faux. Les anciens lisent le panneau. Ils regardent le béton, les impacts d'obus soigneusement préservés, la tourelle 11 figée dans son puits. Ils ne corrigent pas. Ils passent à la salle suivante. 1984. Moselle. Une réunion discrète. Ils sont 43. 43 hommes âgés, assis en cercle dans la salle des fêtes d'un petit village mosellan. Leurs cheveux sont blancs. Leurs mains tremblent légèrement. Leurs costumes, sortis des armoires pour l'occasion, sentent la naphtaline. Au mur, une carte du Hackenberg, une photographie de la tourelle 11, un drapeau français. C'est la première fois qu'ils se réunissent. L'association s'appelle Association des anciens combattants des ouvrages Maginot d'Alsace-Moselle. Personne à Paris n'en a entendu parler. Personne à l'école de guerre ne s'y intéresse. Mais ici, dans cette salle chauffée au fioul, 43 hommes attendent de raconter leur guerre. Le premier qui prend la parole s'appelle René, ancien artilleur, 82 ans. Pendant 40 ans, dit-il, j'ai laissé dire, j'ai laissé écrire, j'ai laissé enseigner que nous étions des soldats inutiles, terrés dans du béton pendant que la France agonisait. Il marque une pause. Aujourd'hui, je ne peux plus. Mes petits-enfants me demandent ce que j'ai fait à la guerre. Je ne veux pas leur mentir. Autour de lui, 42 hommes acquiescent en silence. 1988. Hackenberg. La Renaissance. 4 ans plus tard, l'association obtient ce qu'elle espérait. La concession de l'ouvrage du Hackenberg par le ministère de la Défense. Le fort est en sommeil depuis 1944. Les Allemands l'ont évacué sans combat. Les Américains l'ont inspecté, classé, puis abandonné. La végétation a repris ses droits. La rouille mange les cuirassements. Les galeries sont plongées dans l'obscurité. Les anciens, pourtant, s'y engouffrent. Ils ont 70, 80, 85 ans. Ils descendent les escaliers de béton avec des cannes et des lampes torches. Ils retrouvent les salles, les couloirs, les mécanismes qu'ils ont connus 48 ans plus tôt. René, le vieil artilleur, s'arrête devant la tourelle 11. « Taïsema, c'est elle », souffle-t-il. Il pose la main sur l'acier froid. Il ne pleure pas. Il reste immobile, très longtemps. Puis il se tourne vers les plus jeunes, des bénévoles de 40, 50 ans, fils et petits-fils d'anciens. Il faut la faire fonctionner. Il faut qu'elle tire encore une fois, pas pour tuer, pour témoigner. 1994, Hackenberg. Le premier coup de canon. 10 ans après la première réunion, 6 ans après le début des travaux, la tourelle 11 est restaurée. Les bénévoles ont dégagé les galeries, réparé les moteurs électriques, remis en pression les circuits hydrauliques. La centrale ronronne à nouveau. Les vérins obéissent. Le canon, examiné par des spécialistes, est déclaré en état de fonctionnement. Le 27 mai 1994, à 04h15 précise, la tourelle 11 émerge du puits. Devant elle, dans la brume légère d'un matin mosellan, 1000 personnes sont rassemblées. Des anciens, des familles, des enfants. Et, pour la première fois depuis 1940, des caméras de télévision. René, 92 ans, est assis dans un fauteuil roulant. Il porte son ancien képi, celui de 1940, soigneusement conservé pendant 54 ans. Il regarde la tourelle monter. Il regarde le canon s'orienter. Il entend le grondement familier des moteurs hydrauliques. Puis il ferme les yeux et il écoute. Le coup part à 04h17. Un obus de 75 mm, chargé à blanc, sans projectile. La détonation roule sur les collines. Les oiseaux s'envolent. Les enfants applaudissent. Les anciens 43 survivants pleurent en silence. René meurt 3 mois plus tard. Il aura entendu son canon parler une dernière fois. 2000. La réhabilitation historique. Au tournant du millénaire, quelque chose change. Les historiens militaires, longtemps indifférents, commencent à rouvrir les dossiers.
Les archives allemandes, longtemps négligées, sont enfin traduites. Les rapports de la Wehrmacht, enfouis depuis 60 ans, révèlent l'ampleur de l'échec. Secteur fortifié de Boulay, écrit le général von Witzleben, commandant la première armée. Pertes anormalement élevées, aucune progression significative. Les ouvrages Maginot du secteur Est n'ont pas été percés. Ils ont été rendus par suite des négociations d'armistice. Le rapport est daté du 25 juin 1940. Il a fallu 60 ans pour le sortir de l'ombre. Un à un, les mythes s'effondrent. Non, la ligne Maginot n'était pas une ligne continue imprenable. Elle ne l'a jamais prétendu. Elle était une succession de secteurs fortifiés, séparés par des intervalles, conçus pour canaliser une attaque et non pour l'arrêter net. Non, les ouvrages n'étaient pas obsolètes face à la Blitzkrieg. Ils étaient précisément conçus pour y résister. Et ils y ont résisté. Non, les équipages ne se sont pas rendus sans combattre. Ils ont combattu, ils ont tenu, et ils n'ont déposé les armes que sur ordre formel d'un gouvernement qui avait déjà capitulé. Les chiffres parlent. Sur l'ensemble des ouvrages majeurs de la ligne, 0 percée allemande, 0 fort pris d'assaut, moins de 100 morts français, plus de 1000 morts allemands sur les seuls secteurs de l'Est. Une forteresse invaincue, une armée vaincue. Le paradoxe est si violent qu'il met 60 ans à être admis. 2016. Hackenberg, la mémoire vivante. Aujourd'hui, l'ouvrage du Hackenberg reçoit 1000 visiteurs par jour. Des familles, des scolaires, des passionnés, des Allemands aussi venus comprendre ce qui s'est passé ici en juin 1940, des Ukrainiens depuis 2022 venus observer comment du béton bien conçu peut arrêter des divisions blindées. Les guides sont des bénévoles. Retraités de l'armée, ingénieurs, enseignants, ils connaissent chaque boulon, chaque vérin, chaque angle de tir. Devant la tourelle 11, ils racontent l'histoire. Ici, le 27 mai 1940, 1000 hommes sous nos pieds ont ouvert le feu sur une colonne allemande. 17 km, 20 secondes de vol, la colonne a été détruite. Et après ? Demande un enfant. Après, ils ont continué, 35 jours, jusqu'à l'ordre de cesser le feu. Ils ont gagné ? Le guide hésite. C'est la question qu'il redoute. La question à laquelle il n'y a pas de réponse simple. Ils ont tenu, dit-il. Ils n'ont pas été vaincus. Mais la guerre était perdue ailleurs. L'enfant réfléchit. C'est triste. Oui, c'est triste. 2022. Ukraine. Le retour du béton. À 1500 km de là, une autre armée attaque un autre pays. Les chars russes franchissent la frontière. Les colonnes blindées foncent vers Kiev. La Blitzkrieg du XXIe siècle, disent les experts, balayera tout sur son passage. Puis les Ukrainiens se retirent dans leurs fortifications. Elles ne s'appellent pas Maginot. Elles s'appellent Avdiivka, Bakhmut, Mariupol. Ce sont des villes, pas des forts, mais le principe est le même. Du béton, des positions préparées, des hommes déterminés à tenir. Les chars russes s'enlisent, les colonnes sont hachées, la Blitzkrieg échoue. Dans les états-majors, on redécouvre une vérité oubliée. La fortification n'est pas morte en 1940. Elle a simplement été mal employée, mal située, mal comprise. Les généraux français de 1940 n'avaient pas fait d'erreur technique. Ils avaient commis une erreur stratégique. Ils avaient construit un bouclier, mais ils avaient oublié de forger l'épée qui devait frapper derrière lui. 70 ans plus tard, l'Ukraine apprend la leçon. 2024, Schönenburg, le monument. L'ouvrage du Schönenburg est classé monument historique. La décision prise par le ministère de la Culture passe inaperçue dans la presse nationale. Un entrefilet dans le Républicain lorrain, 3 minutes sur France Bleu Alsace. Mais pour les anciens, ceux qui restent, ceux qui se souviennent, c'est une victoire. Le fort n'est plus seulement une curiosité touristique. Il est officiellement reconnu comme ce qu'il a toujours été. Un lieu de mémoire, un témoin de béton. Sur la plaque, à l'entrée, on peut lire ces mots. Ici, en juin 1940, 680 soldats français ont résisté à 3200 obus allemands. Ils n'ont pas été vaincus. Ils ont obéi. La République reconnaissante. Les mots ont été choisis par les derniers survivants. Ils ont longuement débattu de la formulation. Faut-il écrire « vaincu » ou « percé », « obéi » ou « capitulé », « République reconnaissante » ou simplement « à la mémoire de ». Le compromis est imparfait.
Il l'est toujours. Mais quand la plaque est dévoilée, un vieil homme de 99 ans s'avance. Il marche avec difficulté, soutenu par ses 2 petits-enfants. Il touche le bronze froid. Il lit les mots lentement, en silence. Puis, il se tourne vers la foule et il sourit. « Merci », dit-il. « C'est tout. C'est assez. » 2026, quelque part en Moselle. Ils ne sont plus que 3. 3 anciens du Hackenberg, 3 artilleurs de la tourelle 11, 3 hommes qui ont vu le canon émerger du puits à 4h15 ce matin de mai 1940. Ils ont 104, 105, 106 ans. Leur mémoire flotte parfois. Leurs jambes ne les portent plus. Mais leurs yeux, quand on prononce le mot « tourelle », s'illuminent encore. L'un d'eux s'appelle Henri, 105 ans. Dernier chef de pièce encore vivant. Il vit dans une maison de retraite à Thionville, entouré de photos du fort, de coupures de presse jaunies, d'un éclat d'obus allemand ramassé devant le bloc 4 en 1940. Chaque matin, une aide-soignante le hisse dans un fauteuil roulant et le conduit devant la fenêtre. Il regarde la colline. Il sait qu'elle est là, derrière les arbres, derrière les toits, derrière 70 ans de silence. Il ne demande jamais à y retourner. « J'y suis déjà allé, dit-il. J'y suis resté 35 jours. C'est assez. » Mais il parle. Il parle sans cesse. Aux infirmières, aux visiteurs, à ses petits-enfants venus de Paris, de Lyon, de Strasbourg. Il raconte la tourelle, les obus de 32 kilos, les coordonnées glissées sous le périscope, le grondement du 135 qui faisait vibrer le béton jusqu'à la centrale. Il raconte Simon le colonel, qui avait refusé de se rendre sans ordre écrit. Il raconte Frère le capitaine, qui avait caressé l'acier de sa tourelle avant de sortir. Il raconte l'Allemand, l'Oberstleutnant, qui avait dit « Nous avons attaqué le mur. Nous n'avons pas compris que c'était la porte d'un coffre. » Et il conclut toujours par la même phrase « Nous n'avons pas perdu, nous avons obéi, c'est différent. » La leçon. Alors, que reste-t-il de tout cela? 70 ans de malentendus. Une ligne de béton devenue symbole de l'immobilisme français. Des milliers de livres, d'articles, de documentaires répétant la même antienne. La ligne Maginot n'a pas servi. La ligne Maginot était une erreur. La ligne Maginot est tombée sans combattre. Tout cela est faux. La ligne Maginot a servi. Elle a rempli son office sur tout le secteur qu'elle couvrait. Elle a arrêté l'ennemi. Elle l'a repoussé. Elle l'a saigné. Elle n'est pas tombée. Elle a été rendue. Et les hommes qui l'ont défendue ne sont pas des vaincus. Ce sont des soldats qui ont obéi aux ordres d'un gouvernement qui, lui, avait cessé de croire en la victoire. La vraie leçon du Hackenberg, du Fermont, du Schonenbourg n'est pas technique. Elle n'est pas non plus stratégique, quoique l'Ukraine nous rappelle brutalement que le béton bien employé reste une arme redoutable. La vraie leçon est morale. Ces 1000 hommes, sous la terre, savaient dès le 27 mai que la bataille était perdue. Ils savaient que les panzers filaient vers la mer. Ils savaient que Paris était menacé. Ils savaient que, stratégiquement, leur résistance ne changerait rien au sort de la guerre. Ils ont combattu quand même, non pas pour gagner, pour tenir, pour prouver, pour eux-mêmes, pour leurs camarades, pour une certaine idée de ce qu'un soldat français devait être, même au bord de l'abîme. Ils ont tenu 35 jours, et quand ils sont sortis, ils n'ont pas baissé les yeux. L'héritage. Aujourd'hui, le Hackenberg reçoit 1000 visiteurs par jour. Des enfants courent dans les galeries, des passionnés photographient les tourelles. Des anciens combattants allemands, venus en pèlerinage, saluent discrètement la plaque commémorative. La tourelle 11, restaurée, fonctionne toujours. Parfois, lors des journées spéciales, les bénévoles la mettent en mouvement. L'acier grince, les vérins hydrauliques gémissent. Le canon s'oriente vers l'horizon, vers cette route où, le 27 mai 1940, une colonne allemande a cessé d'exister. Aucun obus n'est tiré. Les projectiles, trop dangereux, trop coûteux, trop symboliquement chargés, sont restés dans leur soute. Mais le bruit des moteurs suffit. Ceux qui l'entendent, ceux qui savent, ferment les yeux. Et pendant quelques secondes, ils sont à nouveau sous terre. Les néons vibrent, les cartouches tombent. L'odeur de la poudre imprègne l'air recyclé. Ils ont 20 ans. La guerre commence. Et la tourelle monte. Appel à l'action. Si vous avez aimé cette histoire de bravoure oubliée et de mémoire retrouvée, n'hésitez pas à liker la vidéo, laisser un commentaire pour partager vos réflexions
et vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits fascinants de la Seconde Guerre mondiale, racontés sous un angle inédit. Votre soutien nous permet de continuer à raconter ces histoires extraordinaires qui ne doivent jamais être oubliées. Et si vous passez un jour en Moselle, prenez une heure. Descendez sous la terre du Hackenberg. Marchez dans les galeries que 1000 hommes ont arpentées. Posez la main sur l'acier froid de la tourelle 11. Écoutez, le béton se souvient.